mouvement bop est apparu à peu près en 1940 et s'est prolongé environ jusqu'en 1955. C'est d'abord une musique de jam session, donc d'after hours, après avoir fait leur gig, leur contrat dans tel ou tel bar. Les musiciens se rencontraient parfois à 4 heures du matin, puis dans des lieux plus ou moins... parfois c'était même dans les appartements, ou des lieux plus ou moins licites. Et puis, on se permettait d'expérimenter. On se permettait de faire une musique plus librement, sans les contraintes, entre guillemets, commerciales, imposées par les patrons des clubs. Les musiciens ont décidé de réagir face à une musique uniquement destinée à la danse. On va chercher des musiques un petit peu plus élaborées. On va complexifier l'harmonie, on va complexifier les formes, on va complexifier les mélodies, des mélodies beaucoup plus sinueuses, des mélodies plus longues aussi, avec plus de notes d'une certaine façon, plus d'altération, donc des mélodies qui sont moins prévisibles. Il y a aussi une réaction au big band, on va jouer avec moins d'effectifs, généralement des quintettes. On va chercher une énergie plus brute, parce que quand on est en big band, on est obligé de jouer sa partition, sa ligne, puis on ne peut pas trop déroger parce que si tout le monde se met à déraper en même temps, bien, ça va un peu dans toutes les directions, c'est pas possible. Alors que dans un quintet, si chacun a son rôle, on peut plus facilement déraper. Les solos sont beaucoup plus longs. On met l'accent aussi sur la virtuosité, sur des concours. Parfois, il y a un home band. Donc, le home band, c'est vraiment le groupe qui est engagé par un bar quelconque. Et puis, ce band-là va jouer après les heures. Et puis, il y a d'autres musiciens, des plus jeunes, qui vont essayer de faire leur place. Et puis, ils vont essayer de se démarquer. Donc, parfois, on les jette dehors du stage s'ils ne sont pas encore assez bons. Puis, il y en a d'autres qui vont prendre leur place immédiatement. Ça crée une espèce d'émulation. Il y a le fait qu'il y a seulement 4, 5, 6 musiciens, il y a moins d'arrangements. Donc, il y a plus de place à l'improvisation, par le fait même plus de liberté. Les phrases sont souvent sinueuses, asymétriques, imprévisibles et parfois même souvent jouées à une vitesse d'enfer. Ce côté incisif, ben, je pense que c'est un lieu d'expression aussi de l'urbanisation croissante. Et quand on joue à New York, on n'a pas la même énergie que si on joue à Saint-Glinglin. Le rôle de la batterie est beaucoup plus énergique. La batterie prend plus de place. Elle est plus punchée. Puis l'ensemble des instruments aussi, c'est un jeu plus expressif, c'est ça, plus puissant, je dirais. Le walking de la contrebasse, le walking, c'est tu sais, le tout, 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 tout. Il est un petit peu plus mélodique, un petit peu plus complexe aussi. C'est pas seulement des fondamentales du genre... Donc on va vraiment complexifier, on va aller chercher différentes notes, on va créer des lignes. Ceci dit, on va garder le fort. Les contrebassistes vont continuer à jouer avec une métrique relativement prévisible. C'est le cas pour la section rythmique. Ceci dit, il va y avoir, notamment chez les pianistes, des accords avec des accents mis à des endroits moins usuels. Donc on sort du oum-pa, oum-pa, oum-pa. On va vraiment chercher quelque chose de plus inventif. Les accords au piano sont aussi un peu plus dissonants. On va ajouter à l'accord, par exemple, dominante, ici, on peut ajouter un bémol 9 ou un bémol 13. Ou les deux. Donc ça crée une harmonie beaucoup plus riche qui donne la nourriture au soliste pour aller plus loin. Même si on prend des accords plus élaborés, parfois on va simplifier l'accord. On va aller chercher, Bud Powell va le faire souvent.
que 2 notes, mais 2 notes très significatives. Alors, il y a à la fois un jeu de complexification, mais parfois, avec une synthèse, et paradoxalement, on va simplifier certains éléments. Ça dépend de l'endroit où on est rendu dans le développement d'improvisation. On va créer comme des build-up, c'est-à-dire d'abord peu de notes, mais bien senties, bien jouées, puis peu à peu, on va construire et on va ajouter de l'intensité du son. Et en jouant ces notes-là plus graves, on libère ici toute, toute l'octave centrale du piano pour que le pianiste soit plus puissant, qu'on l'entende davantage. C'est un des buts que visait Bud Powell en jouant seulement 2 notes plus graves. En faisant ça, on va chercher ce qu'on appelle le trumpet style, le style trompette, c'est-à-dire le pianiste qui devient un soliste à part entière, et puis il peut s'exprimer d'une façon aussi virulente qu'un trompettiste ou qu'un saxophoniste ou qu'un tromboniste. Surtout s'il va jouer en accord, c'est-à-dire qu'il va faire un top note mélodique, c'est-à-dire une note, la note supérieure fait la mélodie, et puis avec les autres doigts de la main, on va chercher des éléments de l'accord ou des éléments du mode pour créer un son plus fort, plus puissant, plus riche. On va aussi ajouter des accords de substitution. Par exemple, au lieu de... On va plutôt faire... Alors cet accord-là est une substitution de cet accord-là. Pourquoi? Parce que les basses sont différentes, mais ils partagent... La tierce devient la septième et la septième devient la tierce. Même si vous ne comprenez pas ce langage-là, écoutez ça, je vais faire la tierce et la septième ici. Et ici, sur une autre basse. C'est les mêmes notes. Et puis ça se résout. Donc l'important, c'est que vous le compreniez avec vos oreilles, pas nécessairement d'un point de vue théorique. Alors c'est vraiment aller chercher des chromatismes, donc vraiment dans les basses, là. Alors au lieu de faire... on va vraiment chercher... etc. Et on continue. Donc c'est des mouvements plus conjoints, mais aussi plus riches parce qu'on sort de la tonalité. Donc on va chercher vraiment des choix de notes qui sont plus diversifiés. Il y a des ruptures aussi dans les pièces avec des breaks à la batterie pour relancer le discours. Il y a aussi des ruptures de registre. On va jouer dans le très aigu puis ensuite dans le plus grave. Il y a des ruptures rythmiques. Donc une manière d'improviser qui est plus imprévisible, qui est plus assurée. Je pense toujours à des tableaux de Picasso. Là. On ne va pas comme dans le swing, dans des ballades plus ou moins sirupeuses. On va chercher vraiment une énergie urbaine, une énergie plus brute. Les artistes que j'ai choisis aujourd'hui, c'est Charlie Parker et puis Tadd Dameron. Charlie Parker, qui est né en 1920 et mort en 1955, né à Kansas City, c'est un musicien immense, c'est un des grands musiciens de l'histoire du jazz. C'est un saxophoniste qui jouait de l'alto. Il a joué avec Thelonious Monk, avec Dizzy Gillespie, avec Bud Powell, avec les grands musiciens de l'époque. Il a fait une synthèse du blues et du jeu harmonico-mélodique, c'est-à-dire à partir du blues, il a complexifié les accords, il a complexifié les structures, il est allé chercher des extensions d'accords, donc pas seulement ces notes-là, mais donc vraiment... Il va chercher plus de notes dans un accord, mais par le fait même, il va chercher plus de notes dans ses improvisations. Ce que le pianiste fait verticalement, toutes les notes en même temps, lui, il va le faire en arpège, une note par une en la suite des autres. Mais avec des figures rythmiques qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que je fais là. Je le fais très lentement pour que vous puissiez l'entendre. Alors, il va aller chercher des écarts, des intervalles intéressants, mais en respectant un peu l'harmonie d'origine.
mais en la complexifiant. Il va aussi chercher l'opposition entre une musique très tonale et du chromatisme. Donc, il va bel et bien avoir des cycles de quinte, mais aussi des mouvements plus conjoints, mais chromatiques, où on va chercher chacun des demi-tons. Alors, ça fait des effets plus serrés. Ces mélodies vont intégrer beaucoup d'ornements. Encore une fois, il y a des gens qui le faisaient avant. Je pense à Art Tatum, le pianiste dont on a déjà parlé. Mais chez Parker, c'est plus fréquent. Les ornements, c'est un peu comme des petites notes. Ça peut être des trilles, ou ça peut être des mordants. Un vocabulaire qu'on retrouve dans la musique baroque chez Jean-Sébastien Bach, chez Couperin, chez plein de compositeurs baroques. Et d'ailleurs, c'est pas innocent s'il y a beaucoup d'amateurs de jazz qui vont souvent préférer la période baroque parce qu'il y a des éléments qu'on peut lier l'un à l'autre. Et souvent, les amateurs de jazz vont aussi aimer les musiques à partir du début du 20e siècle ou un tout petit peu avant. Ils vont préférer ça parce que là aussi, les musiques contemporaines du jazz vont être liées à l'histoire de la musique occidentale classique. Ce qui est intéressant aussi dans le bebop, les voix se superposent. Il peut y avoir un solo de trompette qui est au déclin alors que le saxophoniste rentre et puis les deux solistes vont se côtoyer pendant un certain temps. J'ai sélectionné 3 exemples de Charlie Parker avec les liens toujours dans la section commentaires. Alors, le premier lien, c'est Hot House, c'est un live de 1951, composé par Tadd Dameron, qui est un compositeur important du bebop. Il a fait beaucoup de ballades, peut-être un petit peu moins de musique plus assurée, avec plus de vitalité, là. Mais il reste que c'est un pianiste avec beaucoup d'idées. Hot House, joué par Charlie Parker, cette pièce-là, c'est la même grille que What is this thing called love? Les figures rythmiques que vous allez entendre dans cet extrait-là sont très variées. C'est pas totalement prévisible, là, du genre ta 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 ta. Il y a vraiment des petites variations ici et là. Le thème est exposé à deux, donc c'est homo-rythmique. On entend le même rythme. Les deux musiciens ne font pas de contrepoint avec des rythmes différents. C'est parfois à l'unisson ou parfois à 8 VA. 8 VA, ça veut dire une octave d'écart. Le solo de Parker utilise des traits en triolet. Qu'est-ce que c'est qu'un triolet? Alors, si on utilise un métronome, 1, 2, 3, 4, triolet, triolet, ta 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 ta. Chez Parker, il y a une diversification des figures rythmiques, notamment l'intégration des triolets, qui existe depuis longtemps dans le blues puis dans le jazz, mais chez lui, c'est intégré de façon plus systématique. Parker aime bien fragmenter les thèmes, aller chercher vraiment une petite partie du thème et puis développer sur cette petite partie-là en allant ailleurs. C'est typique aussi du bebop, ce genre de traitement. Vous remarquerez aussi que les phrases sont parfois sur 2 mesures, parfois sur 4 mesures, parfois sur 6 mesures. C'est jamais carré. C'est jamais... Là, je le fais sur une mesure pour aller plus vite, mais il va varier ses interventions. Ça peut être ta-da, tu-du-du-da-da-da-da, donc, il va aller chercher ces tensions-là en jouant avec les métriques, en devançant les temps, en retardant, en allongeant une ligne, en la raccourcissant. L'autre extrait, c'est Salt Peanuts, enregistré en 1949. Vous allez entendre des accords de passage qu'on commentait tantôt. Vous allez entendre aussi dans cet extrait-là des accords diminués.
Ça sonne comme ça. Donc c'est assez dissonant. On peut aller plus loin. Encore plus dissonant. Vous allez en entendre beaucoup des accords de passage. C'est un thème, ce que j'appelle moi un thème riff, là, c'est-à-dire entre le thème et le motif répété ad vitam aeternam. Alors c'est des thèmes très punchés. On voit que le batteur, là, il n'est plus dans le swing, il n'est plus là seulement pour tenir le beat. Il est bel et bien là pour s'exprimer, pour prendre sa place, pour dialoguer avec les autres musiciens. Encore une fois, le tempo est très rapide, typique du bebop. Et puis on sent un peu d'humour aussi, ne serait-ce que dans le titre. Donc c'est pas seulement une musique pour se prendre la tête entre les deux mains, c'est vraiment une musique pour rigoler. C'est une musique de bar, c'est pas une musique de danse, mais il reste il y a encore des relents de cette musique de divertissement, mais on va ailleurs. Le troisième extrait, c'est Now's the Time, un enregistrement de 1953 environ. C'est une structure blues avec un thème riff, un petit peu moins swing rythmiquement. Il y a des échappées, des libertés prises par le pianiste dans sa façon de scander le rythme. Les développements du motif du saxophoniste sont toujours mélodiques. C'est pas seulement des traits mécaniques. Il y a tout le temps un rapprochement, soit avec la mélodie d'origine ou avec d'autres mélodies qu'il développe. Alors dans le bop, on voit apparaître des accords augmentés, constitués de tierces majeures successives. D'ailleurs, dans la pièce qu'on va analyser tantôt, Il Fiocco di Seminao, il y a un bel exemple où on passe là avec un... Ce qui donne lieu à des mélodies sur un mode augmenté, sur un mode par ton. Comme vous pouvez voir, toujours un ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un ton. Comme chez Debussy, par exemple. Et puis, toujours dans le bop, il va y avoir aussi l'apparition de l'accord demi diminué. Si on fait Ré mineur, 5. Si on ajoute une septième mineure, ce qui était assez courant, l'accord demi diminué, on va abaisser la quinte. Pour un petit peu plus respecter notamment les modes de blues. Alors, on va venir jouer ça comme ça. Puis, on va faire des inversions, différentes variantes. Si on regarde en général ce que fait Charlie Parker, notamment, il va utiliser des extensions d'accords. Alors, donc c'est un accord de Fa majeur, il va aller chercher la 9e. Et la 13e. On est loin là, du début du jazz où on entend des accords très simples. Quasiment mozartiens. Là. Donc, on retrouve ça beaucoup en musique rock, là, des accords très simples où il n'y a pas d'extension. Ou en chanson. Mais en jazz, vraiment, on va aller chercher d'autres couleurs. Il y a chez Charlie Parker aussi une opposition entre un jeu chromatique puis un jeu tonal. Alors, parfois, on va jouer très serré. Et à d'autres moments donnés, ça va être plus conventionnel. Les mélodies vont avoir beaucoup d'ornements. Les ornements, c'est quand, admettons qu'on fait une mélodie très très simple, c'est quand on ajoute une note. Ici, ce serait la note ajoutée, un ornement où on aurait pu faire. Ici, c'est la note ajoutée. Il y a différents types d'ornements, ça peut être des trilles, ça peut être des mordants, comme en musique baroque, il y a plein de possibilités. Donc, on ajoute des notes, souvent des notes de passage, un demi-ton au-dessus ou en dessous. Au-dessus, en dessous.
Dans If You Could See Me Now, il y a deux types de mélodies. Dans la partie A, c'est une mélodie basée sur les accords. On a un accord ici majeur. C'est vraiment le même accord, mais on commence par la septième majeure. Et ensuite, on va vers un certain chromatisme. Donc, on va opposer les deux. Dans la partie B, on va aller chercher des notes étrangères à l'accord. Sur un La mineur 7, on va chercher le Ré. Puis ici, donc le Ré n'est pas dans l'accord de la base de La ici. Il n'y en a pas de Ré dans l'accord, mais on va le jouer quand même. Alors, il y a une opposition entre une mélodie basée sur l'accord et une mélodie qui est basée sur les extensions ou des notes étrangères à l'accord. C'est ce qui fait l'intérêt, ça relance la pièce. Pour ce qui est de l'harmonie, vous allez retrouver plusieurs cycles de quinte avec le traditionnel 2-5, là, par exemple. Mais vous allez entendre aussi quelques chromatismes ici et là dans la pièce, notamment à un certain moment donné, vous allez entendre alors c'est vraiment une ligne de basse qui se déplace en demi-ton et on va chercher différents types d'accords pour associer l'accord à la basse. Il y a parfois des accords demi-diminués, des accords mineurs 7, encore une fois, un accord de dominante. Même si vous ne connaissez pas ça, vous avez juste à l'écouter, essayer de regarder les couleurs. Accord dominante, puis ici c'est majeur. Donc c'est un petit peu plus reposant. Vous allez voir d'ailleurs dans le graphique animé qui a un beau dosage d'accords plus reposants en bleu, quelques accords plus tendus, dont des accords augmentés, et puis des accords plus ambigus en jaune.